mon introduction. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. Hop, excusez-moi, voilà, faux départ. Pardon. Hop. Encore quelques invités qui arrivent des retardataires. Donc, comme je vous disais, merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à fermer vos micros le temps de cette présentation. Et bien sûr, vous pouvez le rallumer sur les interstices des temps de questions-réponses. Donc, merci d'être là. Ce webinaire se déroule dans le cadre du groupe de travail sur la production d'impact que nous pilotons à l'échelle nationale et qui regroupe un certain nombre d'acteurs du cinéma, de l'audiovisuel, de l'engagement et des institutionnels. On s'intéresse plus particulièrement pour ce premier webinaire à la circulation des films en salle, qui est quand même un champ assez important de la production d'impact et sur lequel on rencontre des difficultés, mais on fait face aussi à des incompréhensions et méconnaissances du fonctionnement de l'exploitation cinématographique. Donc avec nous aujourd'hui, on a la chance de compter sur Sylvain Clochard, qui va se montrer et qui est reparti, qui va revenir. Voilà, des petits soucis de connexion. Sylvain, je vais le présenter très rapidement. Il est directeur du cinéma Le Concorde à Nantes. C'est une salle à essai, une salle qui est aussi connue pour son engagement fort politique et qui est une salle indépendante. On compte avec nous aussi Stéphanie Delfer, qui est directrice du Récit. C'est un réseau régional d'éducation à l'image, enfin un pôle régional d'éducation à l'image. Tac, revoilà Sylvain, coupé au montage. Et enfin, Mélanie Simon-Franza, qui a créé et qui fait vivre la grande distribution depuis maintenant plusieurs années. Et l'objectif de la grande distribution, on pourra l'éclaircir un peu plus tard, c'est bien l'accompagnement des distributeurs dans leur stratégie de diffusion. Alors, pour commencer et rentrer directement dans le concret, on a un petit line-up de ce webinaire qu'on a co-construit tous ensemble. L'idée, c'était vraiment de savoir, pour les néophytes, et c'est bien normal, de savoir exactement comment un film arrive en salle. Et là, je vais laisser la parole à Sylvain. N'hésite pas aussi, Sylvain, à te représenter. Je t'ai brièvement présenté. Voilà, mais n'hésite pas à en rajouter. Donc la question, c'est la suivante, en fait. Est-ce que à partir d'un film, voilà, comment est-ce qu'on programme un film? Comment ça se passe de A à Z? D'abord, ce qu'on s'est dit en préparant ce webinaire, c'est que les choses sont jamais égales par ailleurs en fonction des types d'établissements. Moi, je programme historiquement, je vais me présenter, tu as raison. Historiquement, le Concorde de Nantes, qui est 4 salles à essai sur une grande métropole. Mais il se trouve que par ailleurs, je suis le programmateur d'un réseau de salles qui regroupe une cinquantaine de cinémas un peu partout en France, mais majoritairement sur un grand ouest qui va du Touquet jusqu'à La Roche-sur-Yon majoritairement, mais aussi de la périphérie parisienne. Avec des réalités de salles extrêmement différentes les unes des autres, entre le Concorde, Aubervilliers, l'Île-Dieu ou Mayenne, ou même Guémené-sur-Scorff dans le centre-Bretagne. Là, on fabrique la vraie andouille, puisqu'elle est fabriquée à Guémené-sur-Scorff, mais pas à Vire, en Normandie. Du coup, c'est ça pour énormément, c'est une petite blague. La réalité complètement différente et le film il arrive en salle de manière complètement différente avec des ambitions, des appétences pour les films qui vont être très différents. Sur des territoires extrêmement ruraux comme Guémené-sur-Scorff, forcément que le choix des équipes avec le travail d'un programmateur, d'abord il faut rappeler quand même que beaucoup de salles sont programmées quand même, ça c'est peut-être un préalable de le rappeler, mais pas toutes, voilà. Mais en tout cas, le film, il arrive en salle auprès du public, d'abord par le désir de la salle de le diffuser. Ça, c'est une chose qui est évidente, il faut le redire. Il y a même dans les cinémas associatifs, et même beaucoup dans les cinémas associatifs, il y a des gens qui aiment le cinéma quand même, heureusement, et qui du coup sont vraiment dans cette logique de transmettre le film à leur public, mais ça passe par énormément de filtres avant d'arriver au public. D'abord, le film, il y a des petits soucis de connexion. Et ça,
On te perd à certains endroits. Pour être en contact avec ça. Ah mince, je suis désolé. Si tu es en retard, c'est que j'ai un de connexion. Je vais, je vais essayer c'est pas funky, je voulais être sur mon ordi, mais je vais essayer de mettre. Bougez pas. Oui. Accordez-moi 2 secondes. Je vous laisse peut-être avancer sans moi en attendant. Je vais me reconnecter autrement. Oui. Donc très rapidement, sur la partie peut-être, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en lien avec la programmation de salles de cinéma, notamment à Réessay, quand Sylvain précise que les salles sont programmées, c'est qu'elles sont programmées soit par des réseaux de salles, donc comme Epic, Microméga, soit par des régies publiques qui sont généralement celles, programmées par des municipalités. Il y a différents types de salles et différents types de façons de les programmer. Donc, on en profite aussi pour accueillir des nouveaux invités. Voilà. Bonjour, désolée. Bonjour, bonjour. Avec plaisir, n'hésitez pas à couper votre micro. On a commencé le webinaire et malheureusement, il y a des petits soucis de connexion, donc on est entrecoupé. Donc voilà. Est-ce que Mélanie ou Stéphanie, vous souhaitez apporter un petit plus sur Oui, si tu veux, je peux compléter ce que j'ai fait de la distribution pendant une période et je pense que Mélanie aussi. Sylvain, dès que tu as le réseau, Donc, effectivement, les films. C'est bon, Sylvain? Vas-y. Non, c'est pas bon. Donc, les films peuvent être programmés par les programmateurs des salles de cinéma. Il en existe encore. C'est une espèce de plus en plus rare, mais il en existe encore. Les salles peuvent être programmées par des réseaux de salles comme celui que je dirige. Et puis après, des programmateurs Microméga, Noé, qui vont pouvoir rassembler plusieurs salles sur plusieurs territoires. Et puis après, il y a les grands groupes UGC, Mégarama, CGR qui sont programmés par une seule personne en partant d'un seul lieu. Effectivement, c'est l'offre et la demande, mais les films, on va dire, arrêt essai, indépendants, des films des catalogues du SDI ou des distributeurs plus petits, c'est vraiment une rencontre entre le programmateur et le distributeur. Après, il y a les besoins de chacun et il y a surtout la volonté du distributeur de diffuser le plus possible son film. Donc, il y a la confrontation au terrain, c'est-à-dire qu'il y a des villes sur lesquelles il y a beaucoup de concurrence. Et les réseaux dont je parlais tout à l'heure, tels qu'UGC ou CGR, peuvent faire jouer des lieux. Voilà, tu veux rentrer au Hall, je voudrais que tu me donnes Rennes, je voudrais rentrer là. Alors que sur les indépendants, on ne peut pas faire jouer les territoires. C'est-à-dire que sur une ville, si on veut absolument un film, pour nous, ça importe peu que le distributeur ait besoin de mettre sa copie à Lille ou dans le sud de la France. Sinon, c'est l'intérêt du film qui est sur le territoire. Donc ça, c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre pour les salles indépendantes de devoir programmer en fonction d'autres salles de cinéma. Donc le CNC met en place des zones de concurrence sur lesquelles normalement on devrait parler d'un film que sur une zone de chalandise déterminée. Mais c'est encore... Enfin, moi, je parle d'il y a 20 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, Mélanie peut réagir. C'est encore très difficile aujourd'hui de pouvoir programmer de façon vraiment délimitée sur un territoire et demander à la structure de ne pas faire le lien, même si elle souhaiterait. Enfin, voilà, il y a des distributeurs qui pourraient souhaiter donner une copie unique au centre-ville d'une grande ville, mais elle a des pressions de la part du circuit qui, lui, voudrait plus de copies partout. Voilà. On va remettre un peu de vocabulaire pour ceux qui ne sont pas dans le milieu d'exploitation cinématographique. Le SDI, c'est le syndicat des distributeurs indépendants. Les circuits, ce sont les UGC, Cinéville, etc. Les gros circuits, donc les gros circuits de salles de cinéma. Et pardon, vas-y. Non. Et donc, chaque semaine, il y a entre 15 et 18 films qui sortent. Donc, ça fait des années que la filière essaye de trouver des calendriers homogènes, mais c'est très, très difficile. Il y a des concentrations. Et ce qu'on voit aussi dernièrement, c'est qu'il y a des concentrations sur des films. C'est-à-dire que on peut avoir 15 films sur une semaine et malheureusement 15 films qui ne rencontrent pas leur public ou parmi lesquels il n'y aura pas une locomotive. On dit souvent ce terme de locomotive qui amène les spectateurs en salle. Donc voilà, la semaine dernière, par exemple, c'était une semaine très creuse
Puis tout à coup, cette semaine, il va y avoir Shanna, Ulysse, et puis Toy Story 5. Mais ce qui fait que, et puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est la concentration du public sur un ou deux titres. C'est-à-dire que même s'il y a une diversité de films et une proposition très variée de choix, le spectateur aujourd'hui va plutôt sur le même type de film. Et on l'a beaucoup vu en début d'année dernière quand il y avait plus de films américains sur le marché, où là, le marché s'est un peu effondré parce qu'il n'y avait plus de repères. Enfin, en tout cas, moi, je l'explique comme ça, hein. Il n'y avait plus un ou deux films qui drainent les gens vers les salles. Et plus il y a de gens en salle, plus ils voient les bandes annonces, plus ils s'ouvrent à d'autres propositions et plus ils s'intéressent. Enfin, l'appétence crée l'appétence. Voilà, je ne sais pas si Mélanie, tu veux rebondir. Ouais, bonjour tout le monde. Effectivement, sur ce que tu dis, Stéphanie, sur la concurrence dans les villes entre donc, des salles de circuit type Pathé, UGC, CGR, etc., et des salles indépendantes à RSC, l'autre souci, c'est que ce n'est pas non plus la même chronologie de travail, dans le sens où les salles dites de circuit vont souvent se positionner très tardivement, pour ne pas dire 2 jours avant, ce qui fait aussi attendre d'une certaine manière les salles de cinéma indépendantes qui, elles, souvent ont des programmations au mois. Donc, en fait, il y a une espèce de confrontation qui se fait qu'à un moment donné, la salle RSC ne peut pas attendre le film sur lequel le distributeur attend une réponse de Pathé, par exemple. Donc ça, c'est aussi une problématique. Et aussi, ça empêche aussi de travailler le film en amont, puisque quand on travaille un film, que ce soit la salle, que ce soit nous, on doit le travailler en amont. On ne peut pas travailler une communication le lundi pour un mercredi. Enfin, les gens, c'est des êtres humains comme nous, ils ont un emploi du temps, donc on a un peu plus besoin d'un peu plus de temps. Et l'autre chose, c'est la chronologie de sortie, c'est-à-dire qu'on a des salles dites de sortie nationale et des salles dites de continuation. Les salles de continuation vont intervenir parfois 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après la sortie du film. Tout dépend de la stratégie du distributeur, du succès ou non du film aussi dans la salle dans laquelle il est en sortie nationale. Et ça, c'est aussi délicat parce que ça veut dire que une salle de continuation ne va pas, par exemple, pouvoir recevoir d'équipe de films, puisqu'elle est, par définition, en continuation, elle arrive plus tard. Donc, il n'y a pas d'intérêt, finalement, entre guillemets, à emmener une équipe en avant-première sur cette salle-là, parce que ça veut dire on l'amène 1 semaine, 2 semaines, voire plus avant la sortie, mais cette salle, elle va prendre le film plusieurs semaines après la sortie. C'est à ce moment-là que nous, en collaboration avec les salles, on va intervenir pour créer de l'événementiel en dehors de l'avant-première ou de l'équipe du film. Exactement. Alors, c'est là où, Sylvain, tu pourrais nous expliquer justement plus précisément comment Les est-ce éléments de que contexte. programme la salle, exactement, les éléments de contexte, Ouais. les pratiques aussi, hein, le nombre de séances par semaine, obligatoire, etc. Et les filtres. Et enfin, cette histoire de continuation, je pense qu'il n'est pas clair pour tout le monde, pour l'instant. Très expert. Désolé, hein. Désolé, je voulais juste éviter d'en passer par mon téléphone portable, mais du coup, je suis sur mon téléphone portable et ça me permet de vaper dehors, c'est ce qui est merveilleux. Les éléments de contexte par rapport à ce que viennent de dire Stéphanie et Mélanie, premièrement, redire à tout le monde que on va parler du marché des sorties de films en salle, redire qu'avant les années 2000, on est plutôt sur 400 films par an. 420 à peu de choses près, que juste avant Covid on est sur 700, 730, 740, on est revenu et on revient là progressivement à cette jauge de 700, 730, 740, 750 films par an. Donc en 25 ans on est donc passé de 420 à 750, donc vous voyez un peu le gap que ça représente. Donc quand on parle d'embouteillage et qu'on dit que tous les films ne trouvent pas leur public, et ben en fait c'est juste qu'effectivement on a démultiplié, pas par 2 mais par 40% le nombre de films frais chaque année, et en même temps, dans le même temps, on n'a pas démultiplié le nombre d'écrans et le nombre de places. Donc, pour parler de l'exposition très vite, mais par exemple, il y a des phénomènes de réduction des séances depuis un peu avant Covid et maintenant qui sont insolutionnables pour chaque film d'exposition parce que en fait mathématiquement ça rentre pas, tout simplement. Déjà pour commencer là-dessus. Après effectivement pour ce qui est de la réalité que je disais tout à l'heure de l'arrivée du film en salle et tout, rappeler quand même qu'effectivement en fonction des marchés locaux, comme disait Stéphanie, on a des réalités de programmation qui sont très différentes. On a des villes avec des zones à concurrence. Excusez-moi, est-ce que je
Ouais, pardon, excusez-moi. On a des réalités de marché très différentes entre des territoires ruraux dont je parlais ou des grandes villes comme moi sur Nantes ou Strasbourg à côté de chez Stéphanie, où effectivement on a des zones de concurrence. Néanmoins, il y a aussi une réalité du marché dont il faut parler, c'est que en fonction des salles et en fonction des films, le distributeur va être demandeur pour rentrer dans une salle ou c'est la salle qui va être demandeuse de rentrer un film. Ça aussi, c'est une réalité dont il faut parler. En fonction qu'on s'appelle JHR ou Disney, évidemment que pour rentrer dans la salle de cinéma, c'est pas le même poids. Et en même temps, dans une ville à concurrence, qu'on s'appelle le Concorde à Nantes ou qu'on s'appelle Pathé avec 12 écrans en plein centre et 14 écrans en périphérie, on n'a pas le même poids non plus. Donc c'est ce jeu-là entre l'offre et la demande d'un côté du distributeur et de l'autre côté des exploitants qui fait que les films arrivent en salle. Heureusement, les cinémas indépendants ont cette vocation et cette ambition d'exposer au mieux les films de la diversité, donc les films les plus fragiles, de ceux qui m'apportent le plus pour moi et beaucoup d'entre vous qui êtes autour de cette visio. Donc là, j'ai envie de dire, on tombe assez vite d'accord avec les distributeurs pour programmer un film au Concorde. La semaine prochaine, je parlais de JHR, Seuls les rebelles, oui, etc. Mais n'empêche que le Concorde ayant que 4 écrans et que la diversité de tous ces films, en plus, et là je vais dire un petit mot après, à quel endroit se situe l'augmentation du nombre de films. Et cette diversité-là, des films les plus fragiles, elle repose exclusivement sur les indépendants qui sont les établissements qui ont le moins d'écran. Donc d'où la difficulté aujourd'hui de faire rentrer bon nombre de ce film. C'est-à-dire qu'avant que les films rencontrent leur public, il faut déjà qu'ils rencontrent la salle, qu'ils arrivent en salle. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. Pour redire aussi qu'entre ces 420 films et ces 750 films, l'augmentation majeure du nombre de films s'est fait sur des films qui réalisent moins de 10 000 entrées France aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 350-380 films sur les 750 qui réalisent moins de 10 000 entrées France dans leur carrière totale. Ça, c'est une réalité dont on a assez peu conscience parce que les stats du CNC, en général, c'est moins de 25 000, pardon. Enfin, les créneaux, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, bref, j'ai plus le mot là, bref, de moins de 25 000, entre 25 et 50 000, entre 50 000 et 100 000, etc. etc. Et effectivement, on est sur ces films-là. Alors, déjà, ces films-là ont du mal à trouver leur place sur des grands centres urbains, comme chez moi, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, etc. etc. Du coup, imaginez bien que sur des mono-écrans ruraux, dont ceux dont je parlais tout à l'heure, Guémené-sur-Scorff, Calac de Bretagne, etc., etc., qui pourtant, pour beaucoup de mono-écrans de territoires plus ruraux ou de petites villes, aujourd'hui, proportionnellement, ils ont une diversité qui est assez extraordinaire, je trouve. En tout cas, pour moi qui suis sur le Grand Ouest, je connais moins l'Est, c'est vrai. Mais en tout cas, sur le Grand Ouest où je programme, on se retrouve avec des mono-écrans qui diffusent des 300 films par an. Mais pareil, même logique. À partir du moment où on veut diffuser au maximum cette diversité sur un mono-écran, la variable d'ajustement, c'est le nombre de séances. Et donc, toute la question, c'est juste pour en finir, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux le fait à tous ces endroits, territoires ruraux, petites villes, villes moyennes et grandes villes, le fait que chaque film de cette diversité aura moins d'expositions concrètes chaque semaine. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement dingue. Voilà. C'est ça, merci Sylvain. C'est parce que dans les faits, alors pour resituer un peu le sujet, on parle essentiellement là de films qui sont dans un processus de sortie nationale. Donc pas d'autres films qui pourraient arriver en salle de diverses formes, et c'est beaucoup le cas pour les films d'impact. Et on parle aussi d'engagement de programmation. Si tu peux nous dire, Sylvain, en quelques mots, un engagement de programmation pour une salle de cinéma, c'est pour vraiment se rendre compte des embouteillages dans les salles, des embouteillages de films et les obligations de nombre de séances par semaine. Et ensuite, de prolonger avec les films en continuation. Ouais.
Comme je disais tout à l'heure, en fin de compte, les engagements, ils sont en fonction de l'offre et de la demande, du côté du distributeur comme du côté de l'exploitant. Évidemment, on va commencer par les distributeurs les plus exigeants dans des salles indépendantes comme les miennes. Effectivement, on va avoir des engagements assez forts. Et évidemment, ça viendra toujours prendre la place d'un autre film moins exigeant en séance, de la diversité et plus fragile. C'est quoi les engagements? C'est à la fois des engagements sur la semaine, les 2, voire 3 premières semaines d'exploitation. Si je prends l'exemple d'une bataille de Gaulle, engagement exigé à tort par Pathé Distribution, puisque le film n'est pas à la hauteur des attendus. Mais néanmoins, le point de départ, c'est 6 semaines minimum d'exploitation pour les salles qui sortaient le film en sortie nationale, dont 3 semaines de plein programme. Qu'est-ce que c'est que le plein programme? Historiquement, c'était le plein écran de la salle, c'est-à-dire on prend un écran de la salle et toutes les séances qui ont lieu sur cet écran devaient être consacrées à ce film. Il y a eu des modulations au cours des 20 dernières années pour arriver à une notion non plus de plein écran, mais de plein programme. Le plein programme, c'est un accord que la salle trouve avec les distributeurs pour dire, pour garantir la diversité, je préfère ne pas faire un plein écran, mais faire un plein programme qui va correspondre à, en moyenne, 70-75% du nombre de séances réalisées sur un écran. Donc, si je réalise 4 séances par jour à Nantes sur un écran, et ben, mon plein programme, il est de 3 séances par jour, soit de 21 séances dans la semaine. Ça, c'est l'exigence des distributeurs majors, des grosses majors. Encore une fois, ce plein programme est modulé en fonction de la taille de la salle, de la zone de chalandise dans laquelle il est et du nombre d'écrans que comprend l'établissement. Évidemment, pour un mono-écran rural comme Guémené-sur-Scorff, 2200 habitants, 2500 habitants, qui réalise 12-13 séances par semaine, le distributeur ne va pas exiger en sortie nationale un plein programme de 7, 8, 9 séances, mais en même temps, quoi qu'il arrive, le distributeur n'accordera pas à Guémené-sur-Scorff une sortie nationale quand c'est un film de major type Toy Story, type La Bataille de Gaulle. Donc finalement, la notion de plein programme ne s'accorde pas spécialement pour des mono-écrans ruraux qui réalisent moins de 10 000, moins de 15 000 entrées France, voilà, en général. Après, une fois la sortie nationale passée, le distributeur va peut avoir une exigence néanmoins quand même sur les salles qui vont avoir accès au film en deuxième, en troisième, plus souvent en troisième et en quatrième semaine. Il va exiger 50% des séances, 60% des séances du plein programme, toujours. Et ce qui fait qu'effectivement, sur un film de major, eh bien, à Guémené-sur-Scorff, si on diffuse le film en troisième semaine, on va être quand même sur 3-4 séances dans la semaine. Et tout ça va être dégressif au fur et à mesure. Et après, pour ce qui est, là j'ai parlé des films de major, mais en vrai, pour les films de la diversité, les films les plus fragiles, pour le coup, comme c'est l'histoire de l'offre et de la demande, le distributeur, en vrai, il est malheureusement bien souvent amené à accepter tout ce que la salle pourra lui proposer. Et il n'est pas rare qu'on m'appelle à Nantes en me disant Sylvain, je ne peux pas rentrer sur Nantes, t'es sûr, mais il faut absolument que tu me trouves une place, même à 4-5 séances dans la semaine. Et par exemple, moi je refuse, sauf cas extrêmement exceptionnels, avec des conditions de durée, etc., parce que je considère qu'on ne peut pas sortir même un film fragile sur Nantes en sortie nationale, encore une fois, comme le disait Julia, non pas des one-shots sur des films spéciaux à impact, etc., mais vraiment un film qui devrait exister pleinement. Sur une ville comme Nantes, où il y a plus de 700 000 habitants sur la métropole, 750 000 je crois, je considère qu'il y a une limite à ne pas franchir en termes d'exposition du film sur une taille de ville comme celle-là. Et pour moi, c'est minimum une séance par jour à Nantes en sortie nationale, et à condition même de faire souvent 15 jours minimum à une séance par jour. On en est à peu près là. Ah, et à ça s'ajoute la question, alors tu parlais de filtres tout à l'heure, et dans les filtres, il y a là aussi la question des labels pour les salariés essais, c'est un sujet important. Qui alors, prennent de la place, mais pour des bonnes raisons, et c'est très très bien, sauf que ça ajoute aussi quand même des obligations de programmation. Très souvent,
les salles arts et essais, bon, quelles qu'elles soient, j'allais dire, non, toutes les salles arts et essais, évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'ADN de notre programmation, mais elle regarde quand même effectivement. Un film va être recommandé à essai, mais il va être en plus labellisé recherche et découverte, jeune public, patrimoine. Et puisque pour être labellisé salle à essai, il y a des critères qui sont différents en fonction de chaque salle, en tout cas chaque taille de territoire sur laquelle est implantée la salle, forcément que les salles, elles regardent. Après, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga des décisions des salles, mais il y a effectivement dernièrement, avec cette nouvelle recommandation, enfin ces nouveaux critères de classement à essai qui valorisent en termes de majoration du coefficient à essai les films sortis à moins de 80 copies et labellisés recherche et découverte, il y a un effet de distorsion, de programmation, un effet induit qui est assez catastrophique actuellement, qui fait que les salles se disent, quitte à passer un film fragile sorti sur moins de 80 copies France, si en plus je choisis celui qui est recherche et découverte, qui est aussi intéressant, parce que c'est un label qui a une réalité, une vérité, eh ben, je choisis plutôt celui-ci. Or, il y avait jusqu'ici 80 titres recherche et découverte par an avant Covid, entre 70 et 80 titres. Mais il y a plus de 350 titres qui sortent à moins de 80 copies tous les ans. Et donc, on déshabille aujourd'hui en termes de marché sur ces films fragiles sortis à moins de 80 copies. On déshabille un petit peu ceux qui n'ont pas le label recherche et découverte et qui pourtant sont classés RSA au profit des films recherche et découverte. Et c'est un effet induit de cette réforme dernièrement là de la réforme RSA du CNC, qui est dont on va voir les effets prochainement, hein, même si le collège de recommandation de classement des films essaye de labelliser plus de films recherche et découverte, je pense qu'on va voir les effets, et certains distributeurs m'en font part, qui commencent à voir les effets entre un film qu'ils ont à distribuer qui est labellisé recherche et découverte et un film qui n'est pas labellisé recherche et découverte. Et du coup, ils se disent, pourquoi j'ai moins de contrats en profondeur sur des plus petites villes, les villes moyennes, etc. Et en fait, la vérité, c'est parce que comme les films labellisés recherche et découverte à moins de 80 copies sont majorés, eh ben, les salles favorisent la programmation de ce genre de films. Donc là, on a vraiment survolé le travail d'équilibriste des programmateurs de salles de cinéma et les enjeux économiques et programmatiques qui y sont liés. La salle de cinéma à réessai, puisqu'on est vraiment sur ce modèle de salle aujourd'hui et parce qu'on a aussi envie de le défendre. Ce n'est pas que ça, c'est aussi des équipes qui s'activent tous les jours, etc., qui créent des événements. Donc, en plus de ce type de semaine, voilà, avec des programmations, des enjeux de programmation intenses, on pourrait évoquer aussi maintenant, alors avec vous, Sylvain et Mélanie, la question du nombre d'événements, enfin l'événementialisation dans les salles de cinéma. Je vous laisse la parole. Moi, j'ai beaucoup parlé, Mélanie. Ouais, je peux en toucher un mot. Alors, du coup, l'événementialisation, c'est quelque chose qui existe depuis évidemment pas mal d'années déjà à travers, en première instance, les avant-premières en présence d'équipe. Et puis, ça s'est quand même très vite développé sur des séances débats avec des associations, des syndicats, des institutions, des collectifs. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, mais c'est une impression, qu'il y a eu un espèce de regain ou en tout cas une accélération de cet événementiel-là après la sortie de Merci Patron, où en fait, il y avait eu quand même beaucoup de choses qui s'étaient faites, notamment autour des antennes locales de Fakir, avec la CGT, etc., etc. Même si ça existait déjà bien avant. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même cette espèce de volonté d'en faire un peu plus. Donc, c'était un peu à ce moment-là du pain béni de faire des événements parce que c'était là, mais ce n'était pas non plus encore totalement développé. Là, ça prend énormément de place, ce qui est très bien d'un côté. On peut faire plein de ciné-débats. En fait, on se rend compte, au début, le ciné-débat, c'était quand même assez affilié au documentaire, quasi exclusivement, où on organisait de l'événementiel avec des associations, des collectifs sur du documentaire. Maintenant, c'est sur toutes les typologies de films. Que ça va être de la fiction RSC, ça peut être de la fiction grand public, du doc grand public. Enfin, vraiment, on peut faire du débat sur tout. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Évidemment, avantage, ça veut dire qu'on peut mobiliser en local
des structures qui sensibilisent sur leur propre cause dans leur propre territoire. Ça permet à la salle d'avoir des intervenantes et des intervenants aussi, il faut le dire, à moindre frais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça coûte cher de faire venir des gens de loin. Donc, c'est aussi chouette d'avoir des gens en local qui, en plus, connaissent le territoire, etc. Donc ça, et puis ça fait venir du public en plus, puisqu'il y a une raison, et ça Sylvain le sait 1000 fois mieux que moi, il y a une raison en plus de valoriser un film par rapport à un autre, c'est l'événementiel. Donc ça, c'est clair. Maintenant, comment fait-on quand nous avons 7 événements en une semaine, lequel valoriser? Là, ça devient un peu compliqué. Ça, c'est la première complication. La deuxième complication, c'est que il y a des équipes dans tout ça, c'est-à-dire que quand il y a un événementiel, il y a besoin de staff, il y a besoin d'équipes pour pouvoir accompagner cet événement. Donc, d'un côté, il y a il y a de plus en plus de salles, par exemple, qui vont me demander à moi, est-ce que les structures peuvent être indépendantes en débat? Je sais très bien que ça leur coûte de dire ça. Moi, ça me coûte de dire aux associations, démerdez-vous, désolé, il n'y aura personne, ou machin, nanana. Donc là, on arrive sur un truc qui devient un peu compliqué dans mon travail de médiatrice, aussi entre distrib, salle et structure associative. Ça devient un peu compliqué, mais aussi parce que une équipe de salle ne peut pas gérer 1 milliard d'événements par semaine. Et le public non plus, d'ailleurs, aussi, parce qu'on pense aussi au public. Le public aussi, émotionnellement, ne peut pas gérer, parce qu'on parle des cinémas, mais dans une ville, il n'y a pas que des cinémas, en fait. Il y a potentiellement du théâtre, il y a des concerts, et puis chez soi aussi, puisqu'on aime bien rester à la maison de temps en temps, c'est pas mal. Donc du coup, il y a ça aussi, de ne pas saturer le public d'événementiel. Et en fait, moi, dans mon travail, je suis un peu médiatrice de tout ça, dans le sens où, oui, il faut satisfaire la demande du client. En l'occurrence, moi, c'est le distributeur. Sa demande, elle est quand même relativement claire. Il faut faire des entrées. C'est aussi bête et méchant que ça. Il faut faire des entrées. Et pour faire des entrées, il faut événementialiser, entre autres, parce qu'il y a plein de manières, en réalité, pas que l'événementiel, de valoriser un film. Donc, il y a d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a la salle qui va me dire, soit, en fait, je suis complètement saturée d'événements, je ne peux rien rajouter, d'autant plus si, sur le film sur lequel je travaille, il y a déjà eu une avant-première avec l'équipe. Donc, ça veut dire rajouter un événement en plus sur un film qui en a déjà fait un, et donc sacrifier d'autres films sur lesquels il n'y a pas eu d'événement du tout. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et l'autre chose, c'est... ça dépend aussi des structures. C'est-à-dire, il y a les salles, alors il y a beaucoup de salles comme les salles de Sylvain, quelques salles de Sylvain qui ont déjà des liens avec des associations, donc travaillent déjà avec des assos. Il y a des situations aussi où moi, j'ai amené des assos à un endroit et en fait, maintenant, ils travaillent ensemble régulièrement. Et il y a des assos aussi où malheureusement, ils existent aussi depuis très longtemps dans la salle et ils commencent eux-mêmes à s'épuiser de ciné-club en ciné-club sur ce qu'ils font, et ça devient de plus en plus compliqué aussi de gérer ça, parce qu'on continue à avoir envie de travailler avec des assos, mais elles-mêmes, c'est quand même des structures, le milieu associatif, je vois qu'il y en a dans les invités, milieu associatif ONG, c'est... quand elles font ça, c'est du bénévolat. Et ça, il faut vraiment le remettre au cœur du truc, quoi. Parce que parfois, je peux avoir, et c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Je peux avoir un distrib qui me dit ils vont ramener combien de personnes, ces gens, en salle? Non seulement, malheureusement, je ne sais pas, mais je ne me vois pas du tout leur poser cette question à ces gens qui travaillent tous les jours sur des actions de terrain, qui font de la com bénévolement, alors que moi, je suis payée pour le faire. Donc, du coup, ça aussi, c'est un peu délicat, une espèce d'exigence légitime aussi, de remplir, que je peux légitimement pas demander en fait à l'association. Donc là, je suis allée un peu dans tous les sens. Ça, c'est pour le cas des grandes villes, parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire qu'on en reparlait tout à l'heure, mais le distributeur va forcément, et ça, c'est tous les distributeurs confondus, va forcément d'abord avoir une stratégie d'aller dans les grandes villes de sortie nationale pour avoir des postes dans des endroits clés, ne serait-ce que pour amener toutes les typologies de public possibles, et en particulier le public universitaire, puisqu'il y a le véritable enjeu, les jeunes en salle, quoi. Donc du coup, et moi, c'est du pain béni aussi, parce que y a un vivier d'associations assez incroyable, donc ça, c'est chouette, mais combien d'événements il y a en même temps? Moi, les ciné-débats les plus galères, c'est à Paris, hein. Quelle concurrence j'ai autour avec d'autres événements, en fait, c'est juste pas possible. Alors que je fais un ciné-débat il y a environ 2 mois au CGR de Rodez, j'ai 150 personnes en fait sur un film sur les Rohingyas. Bon,
Et en fait, le truc, c'est que vu que forcément, on va valoriser les salles de sortie nationale, puisqu'il faut faire des entrées très vite pour que le film ne disparaisse pas, c'est ce cercle un peu vicieux, il y a beaucoup de salles qui sont empêchées, entre guillemets, d'avoir ces dispositifs d'événementialisation. D'un côté, on a des salles saturées d'événements, et de l'autre côté, on a un no man's land événementiel dans les plus petites salles. Alors même que moi, j'ai déjà fait une formation pour des médiatrices et des médiateurs de Nouvelle-Aquitaine. Je passe 2 jours avec eux, c'est super, on fait des études de cas et tout ensemble, et ils viennent quasiment tous me voir en me disant « Mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant que vous existez ? Et comment ça se fait que les distribs ne nous le disent pas ?» Je dis « Mais parce qu'en fait, vous arrivez après la bataille, en fait. Même moi, je suis plus là. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. » Alors qu'il y a des films, par exemple, là, on travaille avec Arizona sur la sortie du film Gabin. Moi, on en parle ensemble parce que j'ai envie de dire, mais en fait, je suis désolée, on peut pas, et elles sont complètement d'accord là-dessus, et elles y avaient évidemment pensé bien avant moi, mais on peut pas avoir un film sur la zone rurale et ne pas prioriser le public de zone rurale. Et ça, c'est un truc de plus en plus dans le cinéma français particulièrement. Il y a un cinéma qui représente la zone rurale, la jeunesse de la zone rurale, mais les 3/4 ne vont pas voir ces films-là. En fait, c'est pas accessible pour eux, il n'y a pas d'accessibilité de la salle. Donc ça aussi, c'est un autre sujet. Et pourquoi pas, à un moment donné, j'y crois à moitié, mais on peut rester un peu, on peut rêver un peu, mais pourquoi pas avoir une stratégie inversée sur certains films et de se dire, je fais ma sortie nationale dans tel ou tel bled, et puis ensuite, je fais de la continuation à Nantes. En vrai, je me dis, ce serait Nantes, Sylvain, il est en burn-out. Il dit oui, plus tard pour nous, plus tard. Mais c'est une vraie question et c'est intéressant, Mélanie, ce que tu dis là. C'est aussi une question qui se pose du point de vue des festivals à l'international, de savoir où est-ce qu'on met du sens dans une avant-première internationale. Et là, c'est la question presque du sens programmatique. On avait aussi évoqué lors de la préparation la difficulté que tu rencontres puisque tu arrives assez tard finalement pour construire une stratégie de diffusion. Et donc voilà, toutes ces réflexions que tu nous proposes ici, c'est des réflexions qui prennent du temps et ce temps-là, il n'existe pas. Et le temps de travail en coopération avec les salles, il est très fin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En fait, déjà, je travaille sur 3 temporalités complètement différentes. La première temporalité, c'est celle du distributeur. Effectivement, donc il y a des films sur lesquels je suis arrivée très en amont, mais c'est quand même assez rare. Moi, j'arrive à partir du moment où ils calent une date de sortie. Sauf distributeurs avec lesquels je travaille beaucoup et ils vont me faire un espèce de récap de line-up à venir, etc. Mais sinon, en général, je vais arriver... Après, ça ne sert à rien d'arriver trop tôt aussi. Ça ne sert à rien de ça. J'en ai fait l'expérience de solliciter les réseaux, les universités, les institutions trop tôt. Surtout, là, c'est un très bon exemple. L'amnésie estivale va bientôt arriver. Donc, en fait, tous ceux que je contacte maintenant, je vais revenir en septembre et je vais me représenter, quoi. Donc, là, il y a ce truc-là. Donc, ça, c'est une première temporalité. Et la temporalité des salles et la temporalité des réseaux, que ce soit des réseaux associatifs, institutionnels ou autres. Là, je travaille avec beaucoup de délégations départementales à l'égalité femmes-hommes. Et eux, ils ont besoin d'un temps très long. C'est-à-dire, ils vont me dire, non, mais moi, à Dijon, j'ai envie de faire ma séance le 15 novembre, en fait, et il faut que je la cale maintenant, parce que je dois débloquer des budgets. Mais en face, j'ai une salle qui me dit, mais non, pas du tout, c'est pas possible de faire ça, maintenant, c'est trop tôt. Donc, je dois jongler en permanence en médiatrice, à dire, non, mais je sais, je comprends, c'est compliqué pour vous, mais de l'autre côté, c'est compliqué aussi. Et de dire à la salle, je sais, c'est compliqué pour toi, mais en fait, on va louper je sais pas, un préachat de 200 places parce que tu peux pas te positionner. Et ça, c'est vraiment un quotidien qui peut être assez complexe où parfois, je vais discuter avec... et encore là, je parle en général, mais la véritable boucherie, c'est Paris, quoi. Mais alors ça, c'est une vraie boucherie. C'est-à-dire que j'ai beau, à un moment donné, dire... oui, vous inquiétez pas, je vous donne bientôt des nouvelles. En fait, c'est le lundi pour le mercredi, quoi. Et vraiment, pour du ciné-débat, en fait. Donc, c'est complètement lunaire parce que on est dans le 6e arrondissement et que la boucherie continue dans le 6e arrondissement entre MK2, UGC, le Saint-André-des-Arts. Enfin, c'est une zone terrible, hein, ce truc. Vous voyez le traumatisme sur mon visage, mais
Mais en tout cas, ouais, donc c'est des temporalités extrêmement différentes. Même sur les scolaires, je travaille aussi de plus en plus avec les publics scolaires. Non seulement c'est des temporalités différentes, mais il y a un gel-dégel permanent du pass culture qui fait que des séances vont être calées et d'un coup, on va devoir tout annuler parce qu'il n'y a plus de pass culture, il n'y a plus assez de crédit, il n'y a plus de machin, que tel établissement à Nice veut aller dans tel cinéma, mais en fait, c'est pas la salle que le distributeur veut pour sa sortie nationale. Donc, le distributeur veut en profiter de ce dialogue avec la salle pour dire « Hey, si tu prends le film, il y a des scolaires. » Oui, mais en fait, la classe, elle veut pas aller dans ce cinéma parce que c'est trop loin. Elle veut aller dans l'autre cinéma. Donc ça, c'est des... Ouais, je pense que le plus clair de mon temps, je fais des choses comme ça, en fait. Une espèce de médiation pour... Et ça, ouais, du coup, c'est pas les mêmes... ni les mêmes temporalités, ni les mêmes manières de travailler. Et c'est pour ça aussi, en fait, je pense que c'est plus à prouver le fait que ce qu'on appelle le hors-média est nécessaire pour l'accompagnement de beaucoup de films. Je pense que c'est plus à prouver. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur, c'est que ce qui est nécessaire, c'est le principe de médiation, et c'est ce que nous, en hors-média, on fait toute la journée. C'est-à-dire discuter avec des personnes, respectivement, qui ne connaissent pas leur quotidien, en fait, et d'essayer de comprendre leur quotidien à l'asso, à l'établissement, à l'institution, etc., et aux enjeux des salles, pour celles qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il y a évidemment plein de salles qui ont l'habitude de ça et qui savent très bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le hors-média, c'est aussi et surtout un travail permanent de discussion et de médiation, quoi. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ce que tu vas demander. De diplomatie, si, très bien. Et en plus, tu nous as ouvert un peu la voie avec Gabin sur la question des inégalités territoriales et de la médiation. Et là, Stéphanie, on aimerait bien t'entendre vraiment sur ces questions qui sont hyper intéressantes et en même temps complexes, d'accès aux salles sur les zones rurales et des actions aussi que vous menez au sein du récit. Merci Julia. Donc, moi, je me présente, je suis Stéphanie Dalfer. Je dirige une association de salles de cinéma qui est basée à Strasbourg, mais qui fédère plus de 50 cinémas et points de projection alsaciens et quelques lorrains. On est coordinateur des dispositifs scolaires et on organise nous-mêmes un festival et on programme une partie des salles de notre réseau. On travaille beaucoup en partenariat avec les acteurs du terrain. Donc là, j'ai des collègues de la prod qui sont présents, donc sur du film non distribué en salle, comme des productions audiovisuelles, mais aussi bien sûr tous les films dont vous parlez depuis tout à l'heure. Et donc, alors on n'est pas forcément un territoire rural. On a quelques salles en ruralité en termes d'INSEE, mais voilà, je pense que la Champagne-Ardenne est beaucoup plus rurale que nous. On a un maillage très serré. Donc, rapidement sur la médiation, il y a une dizaine d'années, le CNC a vraiment voulu développer des postes de médiateurs au sein des salles de cinéma. Donc, des salles de cinéma ont des postes de médiateurs, où on appelle plutôt ça des chargés des publics, notamment les salles relais culturels qui font du cinéma et du spectacle vivant, et puis des salles qui ont des budgets suffisants pour pouvoir avoir un personnel dédié à l'accueil des publics. Et il y a une dizaine d'années, le CNC, porté par une demande de l'AFCAE, a voulu développer des postes de médiateurs avec un financement croisé, celui du CNC et des signataires. Donc, c'est ce qu'on appelle les conventions État-CNC-Région, qui sont signées tous les 3 ans. Donc là, ils sont en train de les signer pour 4 ans pour passer les prochaines municipales. Mais voilà, c'est un accord qui est passé entre le CNC, la région, certaines fois des villes, des départements et l'État, qui permet aux régions de recevoir, quand le CNC met 1 euro, enfin quand la région met 1 euro, le CNC en met 2, et ça permet d'aider à la production, à la diffusion et à la structuration du territoire dans la filière audiovisuelle. Et donc, il y a une dizaine d'années, le CNC a souhaité développer des postes de médiateurs parce qu'il a vraiment compris la nécessité pour les salles d'avoir du personnel dédié pour faire tout ce travail dont vient d'expliquer très clairement Mélanie. Et face à l'émergence aussi de nombreux films de la diversité, comme le disait Sylvain. Là, ce qui s'est passé, c'est que il fallait que la région mette un quart du financement, l'exploitant un quart et le CNC 50%, et que les régions décident d'aller sur ce qu'on appelle l'emploi, alors qu'avant, les régions finançaient à travers des subventions. Donc, il y a des territoires qui ont trouvé l'idée géniale, comme les Hauts-de-France ou la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes aussi. Et puis, il y en a d'autres qui sont restés dans un immobilisme comme mon territoire, par exemple la région Grand Est, avec l'ancien élu qui ne voulait pas financer le poste, qui ne voulait pas aller sur de l'emploi, il trouvait ça trop dangereux. Donc ils ont développé des subventions
mais sur des projets et non pas sur du personnel. Ce qui fait qu'on le sait très bien, un projet, c'est rarement structurant. C'est une fois, c'est épuisant. En plus, il faut toujours avoir une nouvelle idée. Alors que bon, le principe de la médiation, c'est on n'a pas besoin de nouvelles idées, il faut structurer. Et puis, on sait aussi que accueillir des nouvelles personnes dans une équipe, ça permet de casser des routines, ça permet d'avoir des nouvelles idées, ça permet d'avoir des nouveaux contacts, des nouveaux réseaux, et apporter, surtout avec les nouvelles générations, des nouvelles manières de travailler. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de postes de médiateurs en France, mais avec 3 régions qui concentrent 80% des médiateurs. Donc en Hauts-de-France, ils sont plus de 50, en Aquitaine aussi, en Rhône-Alpes et en Grand Est, on est enfin 5 médiatrices. On a réussi à avoir 5 médiatrices, mais pour 10 départements. Donc voilà, avec des budgets voitures, toujours pas le don d'ubiquité, donc c'est très difficile. Donc ça crée des inégalités territoriales et ça s'est très bien vu lors de la réforme RSA dont parlait Sylvain. Donc, rapidement, les salles qui diffusent des films art et essai sont notées. Il y a un calcul qui est fait du nombre de séances consacrées au film art et essai sur le nombre de séances totales passées par le cinéma. Et quand le pourcentage est au-delà d'un barème qui a été décidé par le CNC en fonction de la taille et du nombre d'écrans, de la taille de la ville et du nombre d'écrans du cinéma, il reçoit une subvention rétroactive, c'est-à-dire qu'on le récompense du travail qu'il a fait et cet argent permet de financer tout le travail qui a été mis dans la médiation, dans la création d'une gazette, dans les recherches de partenariat, dans de l'argent sur des animations. Voilà, donc c'est une subvention qui est rétroactive. Ce n'est pas une subvention pour ce qui va arriver, c'est une subvention pour ce qui a été fait. Le mouvement Arrêt Essai a demandé depuis de nombreuses années de faire un peu un tri entre les salles qui passaient juste des films et celles qui faisaient un effort conséquent de médiation auprès des publics, puisque ça n'a pas du tout le même poids financièrement pour la structure qui porte ça. Et donc, il y a eu une réforme de l'arrêt essai où il y a 2 points sur lesquels la réforme a porté. C'est plus de médiation, donc les actions étaient vraiment étudiées, et il y a une pondération, c'est-à-dire que plus les salles diffusent des films pointus, donc les fameux 80 films labellisés recherche et découverte, plus les salles sont récompensées financièrement. Et là, si vous n'avez pas de personnel dédié à travailler ces 80 films recherche et découverte, c'est très difficile. Donc la réforme, elle a eu des conséquences. Et la conséquence en territoire, c'est qu'on a vu que les endroits où il n'y avait pas de médiation, où il n'y avait pas de personnel dédié, ont beaucoup chuté. Et par exemple, en Rhône-Alpes, avec tous les médiateurs qu'ils ont, ils ont tous obtenu la majorité, les labels 15-25, parce qu'ils avaient des médiateurs qui étaient là pour développer des projets 15-25. Donc, dans une volonté de développer des choses, ça a créé des inégalités en territoire et on demande aux salles de se qualifier, de monter en compétences, de faire des choix et de travailler avec tous les partenaires, comme le disait Mélanie. Mais en même temps, si le territoire sur lequel vous êtes ne va pas abonder dans des financements pour vous aider à le faire, vous êtes dans un statu quo et après, ça crée des inégalités territoriales. Et ces inégalités, elles se reportent sur les distributeurs parce qu'aujourd'hui, un distributeur comme JHR, par exemple, sur un territoire comme le Grand Est, il va avoir, à mon avis, 3 sorties nationales à Strasbourg, Mulhouse et Nancy. Et le reste du Grand Est, vous oubliez. Mais vraiment, vous oubliez. Sauf si, tout d'un coup, vous avez un film comme Sainte-Marie-aux-Mines, qui est un village de notre territoire, avec un acteur principal qui est quelqu'un de très reconnu chez nous, Rodolphe Burger, où là, on a fait une tournée qui a, voilà, on a fait des complets partout dans des postes de moins de 5000 habitants. Mais voilà, ça, c'était vraiment une chance pour le distributeur. Et pour terminer, des inégalités de médiation, nous, on est une structure qui aidons énormément les adhérents, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses pour eux, non pas à leur place, mais on fait des choses pour leur faire gagner du temps. Donc, on choisit pour eux les films. Parmi 15 films par la semaine, on va choisir le film à réessai qui nous paraît le plus cohérent. On va faire des communiqués de presse pour eux, on va faire des venues d'équipe. Donc, ça veut dire que nous, on s'engage à faire venir l'équipe, à payer l'aller-retour en train. Chaque salle s'engage à payer la nuit d'hôtel. On fait le communiqué de presse, on va chercher les associations. Donc tout ça, c'est du temps gagné parce que les salles dont on parle, ce sont des salles avec 1 voire 2 permanents, un directeur et un projectionniste. Le reste du temps, ce sont des bénévoles. Beaucoup de séances sont lancées par des bénévoles le samedi-dimanche. Donc en plus, samedi-dimanche, il n'y a pas de personnel professionnel dans les salles. Et puis pour terminer, l'autre chose aussi qui est une égalité, mais ça, c'est celle de la formation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures qui ont du personnel qui viennent par hasard, alors parce qu'ils aiment le cinéma ou parce qu'à un moment ils étaient service civique, de service civique ils se retrouvent projectionnistes et de projectionnistes ils se retrouvent directeurs.
mais avec une appétence cinéma qui n'est pas la même que certaines personnes. Et souvent, il y a un problème de légitimité. Les gens ne se sentent pas capables soit de parler de cinéma, soit se reconnaissent pas dans le métier parce que quand bah voilà, vous êtes face à des personnes comme nous, bah, ça peut être impressionnant d'entendre des gens qui connaissent parfaitement leur métier, mais en même temps, on a besoin d'eux, ils sont là, donc il y a une nécessité de formation. Et la formation, Julia, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais c'est un gros problème en France. On n'arrive pas à libérer notre personnel pour faire de la formation. Et donc, nous, notre rôle en territoire, c'est de faire de la formation aussi par les pairs. C'est moins impressionnant. Voilà, c'est de donner des conseils. Et c'est important de se dire qu'il y a, même si on trouve que des fois, il n'y a pas assez de renouvellement de personnes, parce que ça va faire 20 ans qu'on travaille ou 30 ans avec les mêmes personnes, au sein des équipes, il y a quand même du renouvellement. Et on oublie que tout ce qu'on connaît, nous, il faut le transmettre et il faut l'apporter aux autres. Merci Stéphanie. En effet, la formation, nous, on l'a éprouve, enfin on en a parlé en région des Pays de la Loire, on est bien touché par des problèmes politiques, de baisse de financement, et je vois Sylvain qui fait une grosse grimace, mais c'est terrible. Et la question de la formation et de créer des rencontres aussi pluridisciplinaires, justement, comme celle qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire faire se rencontrer tous les professionnels de la filière, de la création à la diffusion, mais aussi nos partenaires habituels pour qu'on se comprenne les uns les autres. Ça fait partie de cette énergie-là, mais c'est aussi quelque chose qui n'est absolument pas financé. Qui n'est absolument pas pris en compte ni par les institutions, ni par les pouvoirs publics, enfin voilà. Et c'est là où on arrive à un petit creux. Je me demandais si Sylvain, avant qu'on passe à un petit temps de questions-réponses rapides, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, puisque tu as aussi une casquette du SCAR, qui est le syndicat des cinémas à recherche et essai. Cinéma arrêt essai indépendant. Cinéma Ouais, arrêt essai voilà, indépendant. voilà. Pour faire simple. L'acronyme est maintenant un peu vieux, maintenant, l'acronyme. C'est ça. Cinéma d'art, de recherche et d'essai. En tout cas, qui résume quand même bien les choses. Est-ce que tu peux apporter un petit élément sur justement cette question d'inégalité territoriale Les filles ont presque tout dit, mais comme tu le disais, non, mais comme tu le disais très justement, prendre l'exemple pour rebondir sur les inégalités territoriales dont parlait Stéphanie. Nous, notre région, c'est 0. C'est-à-dire, c'est pas 5, c'est 0. Point. Voilà, et pas 0 que sur la médiation, mais également 0 maintenant sur les festivals, 0, enfin bref, bon, c'est assez emblématique d'une certaine logique politique, on va pas épiloguer là-dessus. Mais ce qui fait qu'effectivement, j'étais il y a 10 jours, 15 jours sur La Roche-sur-Yon pour rencontrer des salles qui, autour du Concorde de La Roche-sur-Yon, créent un réseau de salles. Départemental. Il n'existe pas, contrairement au Grand Est, de réseau régional spécifiquement Pays de la Loire, la région où je suis. Mais il existe des réseaux départementaux en Mayenne, en Sarthe, en Loire-Atlantique. Il n'existait pas, parce que c'est tout neuf, en Vendée et en Maine-et-Loire. Et effectivement, quand Stéphanie vient de vous faire un peu le catalogue de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle apporte aux salles et qui est immense, on voit bien que les territoires où on a un réseau de salles extrêmement fort, et ben quand même, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il n'y ait pas assez de postes de médiateurs, etc., ça amène quelque chose. En tout cas, il y a un interlocuteur vers lequel on peut se diriger, il y a de l'information qui circule, il y a des choses qui sont organisées. Donc effectivement, continuer à travailler sur plus de réseaux de salles un peu partout en France, et encore une fois là, nouvellement sur le territoire de la Vendée, et je sais qu'il y avait une réunion en Maine-et-Loire, donc ça c'est une chose importante. Sur l'économie de moyens aussi, sur la question de l'événementialisation et sur la médiation. Effectivement, rappeler à tous les participants qu'en fonction des territoires, les réalités sont extrêmement diverses. Elles sont, il n'y a pas d'égalité possible par rapport à ça. Et moi, je programme des cinémas très ruraux. Alors, il y en a certains qui ont une culture et une habitude là-dessus, mais qui reposent beaucoup sur des bénévoles qui vieillissent, comme dans tout le milieu associatif, et qui fait que le renouvellement de ces bénévoles qui, sur ces petits territoires ruraux, ont l'habitude de le faire, c'est jamais complètement évident. Le problème de formation dont parlait Stéphanie, là, en vrai, c'est toute exploitation confondue. C'est-à-dire que c'est pas le petit cinéma, c'est pas le cinéma. Il y a
trop peu de qualifications, notamment aujourd'hui. Moi, j'en fais souvent l'expérience sur des villes moyennes. Voilà. Et ça, mais ça tient à quoi? Ça tient au fait que dégager des budgets pour la médiation quand il n'y en a pas à l'endroit des collectivités, quelles qu'elles soient, aujourd'hui, l'économie des salles est beaucoup trop fragile. Si je prends l'exemple du Concorde, donc pas de poste de médiateur possible, médiatrice possible en Pays de la Loire. Moi, dans mon équipe, toutes les personnes qui font de la médiation font toujours ça en plus. Voilà, on va pas se mentir. C'est du travail supplémentaire. Et là, pour le coup, c'est pas un problème de qualification, parce qu'ils sont bien qualifiés quand même. Moi, j'ai cette chance-là. Mais par contre, en termes de temps de travail, c'est pas démultipliable. Et pour finir sur la question de l'événementialisation, rappeler deux choses. La première, comme je disais tout à l'heure, bah oui, c'est de plus en plus essentiel. En tout cas, compte tenu de la démultiplication des films de la diversité et des films fragiles. Donc on se dit, ce qu'il nous faut pour les accompagner au mieux, ces films-là, c'est organiser l'événementialisation, mais on ne peut pas les démultiplier une fois que j'ai 5 événements dans la semaine. Déjà, Julia l'a rappelé, c'est beaucoup trop parce que je ne peux pas démultiplier le public. Et puis moi, les équipes s'épuisent. Donc c'est une réalité, on ne peut pas faire mieux. Et pourtant, on a une demande du public parce que les salles de cinéma, le rappeler que les salles de cinéma, quelle que soit leur implantation sur le territoire, quelle que soit la taille du territoire sur lequel elles sont implantées, c'est finalement un des derniers endroits, voire le dernier endroit de débat démocratique, le dernier lieu où on aborde des enjeux de société, où se crée ce partage-là, cet agora public, et c'est extrêmement valorisant quand on vous renvoie régulièrement. Heureusement qu'il y a la salle de cinéma, parce que ce débat, il a lieu là, et il pourrait avoir lieu nulle part ailleurs. Et ça, on a souvent beaucoup de retours du public qui est enjoué et qui valide à 100% ce travail que l'on fait. Il faut le rappeler. Hein, voilà, hein. Après, par contre, rappeler aussi qu'on ne peut pas aller au-delà de la notoriété du film aussi. C'est-à-dire que penser qu'on va surcompenser à outrance le défaut de notoriété d'un film en créant du débat, en créant des événementialisations, attention. C'est parfois pas, ça marche pas complètement. Oui, ça sert à surbooster quand même le film, mais là, j'ai balancé un événement sur la fête du cinéma, sur un film qui est réalisé par deux jeunes Nantais. On a rempli la salle en 30 secondes. Parce qu'ils ont déjà eux-mêmes un réseau, une communauté sur place qui fait qu'on a rempli 2 salles pleines le lundi 29. Là, on a ouvert, 2 heures après, il n'y avait plus de place. Donc, on ne peut pas surcompenser à outrance. Oui, et le film n'ira pas forcément aussi plus loin que, enfin, on l'espère, on aimerait pour eux, qui génèrent des communautés, etc. Mais c'est un peu ce qu'on rappelle aussi, enfin, moi, en étant passé par l'exploitation et en arrivant dans la production d'impact, on sait quand même la taille du film et ce qu'il peut faire comme entrée parce qu'il a eu un parcours, parce qu'il a été en festival, parce qu'il y a une résonance avec des enjeux sociétaux, etc., mais plus grand public que microscopique, etc. Donc, on a une idée de la taille des films et de ce qu'ils peuvent donner. Et même si on parle, par exemple, d'un film qui est produit avec des fonds audiovisuels, on sait très bien qu'on fera une événementialisation, mais on ne fera jamais autant d'entrées qu'un film en sortie nationale. Je pense aux Musiciens et la Baleine, si je ne me trompe pas, ouais. Etc. Donc là, il y a une forte exposition et un fort engagement. Mélanie, vas-y. Ouais, sur comment j'enlève cette petite main. Mélanie nulle en numérique. Ah voilà. Non. Ouais. Oui, en fait, c'est effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis, Sylvain. Il peut arriver qu'on demande beaucoup aussi du hors-média, en espérant que le hors-média fasse tout. Mais en fait, c'est de l'engrais, effectivement. Moi, j'ai tendance à répéter ça. C'est de l'engrais. S'il n'y a pas déjà une base solide, nous, on n'est pas la condition d'un succès du film, comme les salles quand elles accompagnent une séance. Donc ça, c'est complètement vrai. Et il ne faut pas penser que le hors-média va faire des miracles, parce qu'on ne sait pas en faire. Mais effectivement, c'est de l'engrais, c'est la première chose. Et la deuxième, pour rebondir sur ce que tu disais, sur la reconnaissance du public, sur l'événementialisation, il y a quand même quelque chose d'assez magique dans les ciné-débats qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est la capacité, les personnes dans le public qui, quand c'est des sujets qui peuvent être un peu difficiles, au milieu d'une centaine de personnes, vont prendre le micro et raconter quelque chose de très intime qu'ils ont vécu. Il y a vraiment un truc de safe space dans le cinéma où, au milieu
centaines ou de vingtaines d'inconnus, on va se révéler parce qu'on est dans un contexte où on a tous vécu la même expérience, peut-être pas les mêmes émotions, mais en tout cas des expériences émotionnelles, qui fait qu'on va pouvoir discuter en salle. Et aussi, ça va générer des rencontres et qui peuvent, je pense, j'ai un exemple qui me vient, mais il y en a plein, sur Un pays qui se tient sage. On est entre cas de Covid, on a tous les masques en salle, et à ce moment-là, c'est un avantage pour ce qui s'est passé. On fait une séance avec un avocat dans la salle, et il y a quelqu'un dans le public qui lève la main, qui est masqué et qui dit moi, qui est noir, c'est important pour la suite, et qui dit moi, je suis policier et je subis le racisme dans la gendarmerie dans laquelle je travaille et tout ça. Et ensuite, il a été accompagné par cet avocat et il a pu faire des choses. Et là, on se dit, OK, là, il y a vraiment un truc qui se passe et notre métier, pas qu'avant, on se dit qu'il sert à rien, mais quand même, il y a un véritable impact pour le coup quand il y a des situations qui se passent comme celle-là. Donc, en réalité, ouais, et ce genre de beaux moments, et ça aussi, ça peut rebasculer sur un autre sujet qui peut être un autre webinaire, c'est qu'est-ce que c'est le succès d'un film quand parfois on fait des séances à 100 personnes et elles sont stressantes et en fait le débat se passe pas bien et l'échange il est musclé et à côté une séance où il y a une trentaine de personnes et c'est génial et on passe un super moment et voilà, donc ça aussi je pense que les salles de cinéma évidemment on forcément toute la journée, toutes les soirées l'expérience de ça pour se dire à un moment donné, en fait, le succès de manière objective est déterminé par le nombre d'entrées d'un film, mais en fait, au quotidien, sur une semaine, on ne va pas avoir, je pense, la même notion du succès entre deux séances sur un effectif très différent, mais en même temps sur une ambiance aussi qui peut être très compliquée parfois sur des très, très grosses salles, quoi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre une ou deux questions que vous pouvez poser à nos intervenants, nos super intervenants. C'est le moment ou jamais. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus sur la thématique de la production d'impact et des perspectives qui s'ouvrent sur des collaborations, puisque l'idée aussi, c'est de commencer à penser comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ensemble. Donc, on va accélérer sur cette partie-là. Il nous reste très peu de temps. Donc, voilà, si vous avez une ou deux questions, c'est maintenant, présentez. Enfin, allez-y. Là, on a de la chance de pouvoir les réunir tous les trois. Ils sont partout, ils sont très pris. N'hésitez pas. Personne ne veut se lancer? Bon. Ouais, moi j'ai une question. On a beaucoup parlé de la manière dont vous arrivez à distribuer, de tout le système économique aussi qu'il y a derrière. Moi, je suis assez intéressée, juste en 2 mots, de savoir comment ça se passe dans la fréquentation des salles. Je vois que les chiffres du CNC montrent qu'il y a une forte augmentation. Moi, je crois beaucoup à au côté événementiel, Mélanie, ce que tu as dit, je trouve que ça résonne beaucoup avec ce que je vis et ce que je fais. Donc, je partage, même si ça ne peut être qu'une partie de la solution et qu'il faut l'adapter à certains films et que ça ne correspond pas à tout le monde et que c'est compliqué, que ça demande beaucoup de moyens humains. Néanmoins, ça m'intéresse de savoir si vous sentez qu'il y a une attraction supplémentaire et d'où elle vient, si c'est que les films ou autre chose. Parce qu'en vrai, c'est ça aussi le fond du sujet, c'est comment on attire les gens dans les salles. Augmentation de la fréquentation, c'est ça que tu disais? Ouais, en fait, Alors, je lis sur les chiffres du CNC qu'on est en forte augmentation depuis le début de l'année par rapport à 2025. J'aimerais savoir si vous le ressentez et comment vous l'expliquez si c'est le cas. Alors, le marché de la fréquentation, il est en forte augmentation? Non, il est en augmentation par rapport à un marché qui a été catastrophique l'année dernière, puisqu'on était en dessous de 160 millions d'entrées en 2025. Pour rappel, en 2000, on est à 166 millions d'entrées. Entre 2015 et 2019, on est au-dessus de 200 millions d'entrées et on va même jusqu'à 213 millions d'entrées. Donc, qu'en 2026, on se dise sur ces 5 premiers mois, on est au-dessus d'une année où on était à 160 millions d'entrées, c'est entre guillemets un peu rassurant par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière était tellement catastrophique que on ne peut pas considérer qu'on est réellement en augmentation aujourd'hui. Encore une fois, le marché de la fréquentation,
C'est un marché qui est historiquement, hein, c'est endémique, à la salle de cinéma. Entre guillemets, n'en veuillez pas d'utiliser ce terme-là, mais on ne vend jamais le même produit tous les ans, et il n'y a pas la même offre tous les ans, et les choses ne sont jamais égales. Et puis, on est très sujet quand même, il y a d'autres marchés hein, que le marché de la fréquentation qui est sujet à ça, mais on est sujet à plein d'événements exogènes. Hein, on a beaucoup subi de plein fouet l'instabilité politique. Dans les 2-3 dernières années, je veux dire, la question des guerres, etc., nous a aussi beaucoup impacté, qui a expliqué que 2023, 2024, 2025, c'est pas des années extraordinaires, au-delà du fait que le marché français par rapport au marché international est un des marchés qui a le plus repris post-Covid. Donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que la France est un pays de cinéma, un pays de fréquentation, ça reste vrai. N'en déplaise à ceux qui prédisent la mort du cinéma depuis 50 ans, n'en déplaise à ceux qui prédisent la mort du cinéma avec l'arrivée des Netflix, etc., etc. Ce qui a fait chuter le marché français au cours des dernières années, ça a été le Covid à un endroit, et on voit bien qu'il a redémarré, donc tout va bien. Il a rechuté dernièrement, honnêtement, beaucoup pour des causes que je viens de citer, baisse de pouvoir d'achat relative, mais quand même, et surtout inquiétude, instabilité, etc., etc. Néanmoins, on est tous d'accord pour dire que d'un marché au-dessus de 200 millions dans les années 2010-2020, on passe pour les 5-10 années à venir, j'ai du mal, moi, à dire on va être comme ça pendant 10 ans, mais au moins pour les 5 prochaines années, à un marché qui tournera plus aux alentours de 180 millions. Donc, on va quand même être dans un marché en baisse. Enfin, au moins pour les 5 prochaines années, on sait que le marché tournera autour de ces 180 millions. Il y a des raisons à ça. J'ai dit Netflix, tout ça, ça n'a pas d'impact. Si, ça en a. Ça en a. C'est un des éléments, un petit élément, etc. Il y a un élément qui, par contre, est un petit peu plus embêtant pour nous, c'est que le cinéma a perdu un peu de leadership sur sa présence en termes d'actualité. C'est-à-dire, on le voit bien notamment à l'endroit de la performance des films, le mercredi de leur sortie et sur la première sortie nationale. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire, pour expliquer ça de manière très claire, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, le cinéma était beaucoup plus le sujet de la machine à café. Ah, est-ce que tu as vu le dernier film, machin, machin, machin. Au cours des dernières années, le sujet de la machine à café a beaucoup été disons, c'est qui le dernier Premier ministre et comment ça va se passer ces élections. Et Lyon, la guerre en Ukraine, c'est inquiétant. Et putain, Trump, franchement, donc on a un concurrent qui est beaucoup plus à cet endroit-là aujourd'hui à la machine à café, et qui fait que effectivement le cinéma il passe un petit peu derrière. Évidemment, les séries. J'ai vu telle série, machin, machin, mais on voit bien que le cinéma est devenu un peu moins fort en termes de présence médiatique, et ce qui explique qu'on soit passé de 210 millions d'entrées à 180 millions aujourd'hui, ça se joue à cet endroit-là. C'est assez réversible quand même, parce que je ne vais pas faire le vieux, mais moi, ça fait plus de 40 ans que je vis dans un cinéma. Et la mort du cinéma, je suis très vieux. Et la mort du cinéma, on me l'annonce à peu près depuis 40 ans. Donc, et a priori, on est toujours là, donc tout va bien, quoi. Oui, on peut dire que tu es presque né dans un cinéma, toi. D'où cette expertise et cette connaissance large. En tout cas, c'est une hérédité. Est-ce qu'il y a une autre question? Je veux juste réagir à ce que tu dis, Sylvain. Je trouve ça hyper intéressant. Le côté, c'est plus le sujet de la machine à café. Et c'est d'autant plus le sujet de la machine à café qu'en fait, ça explique aussi, ça peut expliquer aussi des succès comme Personne n'y comprend rien, par exemple, que j'ai accompagné avec Jour de fête, qui est du coup un sujet de machine à café. Donc là, pour le coup, ça mêle le sujet de machine à café, qui n'est pas au départ le cinéma, puisque c'est notre grand ami, notre star, notre César de l'année, Nicolas Sarkozy, et le cinéma. Le fait est qu'on a fait une tournée absolument incroyable avec une grande équipe. J'avais piloté la tournée de tous les journalistes de Mediapart, et que toutes les salles étaient pleines tout le temps, avec beaucoup de jeunes, parce que de plus en plus, les jeunes se politisent et s'intéressent au sujet de politique. Et donc, du coup, ça, c'est super pour le cinéma aussi d'avoir cette typologie de films-là, parce que, en fait, c'est déjà, nous, ça nous soulage. Enfin, j'imagine, et les salles, c'était pareil, hein. Ils étaient là, mais c'est génial, il y a plein de jeunes. Au-delà du fait que la salle est remplie de jeunes, ça raconte autre chose. Ça raconte, ah, mais ça les intéresse, en fait. Ça les intéresse de savoir comment fonctionne. Moi, je suis désolée, mais moi, j'avais 17 piges, les financements libyens de la campagne de je sais pas qui, ça m'intéressait pas du tout. J'étais sur autre chose. Et là, le fait de voir qu'ils avaient
envie de savoir, envie de discuter avec des journalistes. Ça, c'est super. Et il y a de plus en plus de films aussi maintenant qui justement sont des films de cinéma en termes de format, mais sont aussi très explicatifs et sont... révèlent aussi... il y a le film sur Georges Ibrahim Abdallah, il y a plein de films qui sont des films révélateurs aussi, soit d'enquête, soit de sujets de société. Et ça marche vraiment très bien. On prend un film, j'ai pas travaillé dessus, on prend un film comme Soulèvement, qui a très bien marché, qui a dépassé les 90 000 entrées, aussi dans des villes. J'en discutais hier soir avec l'exploitante du cinéma de Die, le Pestel de Die, donc là on est zone rurale, et elle me disait, mais punaise, mais j'ai fait que des salles pleines, juste après m'avoir dit, ah bah moi, ma moyenne d'âge de spectateur, c'est 60 ans. Et elle me dit, il y avait plein de jeunes dans la salle. Je lui dis, attends, mais je ne comprends pas ce que tu es en train de me raconter. Elle me dit, oui, parce qu'il y avait un militant des Soulèvements de la Terre qui est venu, ça a regroupé plein de communes autour, et ils sont tous venus, se sont tous déplacés pour venir, en fait, voir le film, discuter avec un réel besoin. Et après, je m'arrête, mais ça rejoint aussi un truc. Souvent, on va me dire, ouais, mais t'as pas l'impression, avec les films que tu accompagnes, avec les assos et tout ça, de prêcher des convaincus. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui voudraient que je ramène des gens du RN pour voir des films sur Jean-Luc Mélenchon, quoi. Je comprends pas pourquoi, mais il y a ce truc-là. Et moi, je réponds toujours, mais c'est trop cool de se retrouver dans une salle entre gens convaincus qu'on ne connaît pas. Et en fait, ça, c'est hyper important, surtout post-Covid, d'arriver à rassembler. Et là, c'est ce qu'elle me raconte. Quand elle me raconte ce truc à Die, quoi, elle me dit, bah, il y a plein de gens qui sont dans des communes voisines, qui ne se connaissent pas, qui partagent une lutte sur l'écologie, contre les violences policières, etc., qui vont se retrouver ensemble dans une salle. Donc, on n'est pas obligé d'aller essayer de convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. De toute façon, ce n'est pas notre boulot. Mais le travail de la salle, je pense, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais de la salle, du distributeur, du film, c'est de rassembler des personnes qui sont d'accord, mais ne se connaissent pas, en fait, et ont besoin de discuter entre elles. C'est pas l'objectif, c'est pas... on n'est pas sur un plateau télé à essayer de faire du débat. Le cinéma, c'est Kauter Ben Anya qui dit ça, le cinéma, il ne débat pas, il ressent. Et en fait, je pense que le travail est autour de ça. J'arrête, j'ai trop parlé. Non, c'était très bien. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner rapidement pour essayer de rester dans le timing. Personne ne se déclare. Je suis très contente aussi aujourd'hui parce qu'il y a Sam Letter du Décolonial Film Festival et il sera là pour le prochain webinaire. Et il pourra, enfin voilà, ces questions-là, on les a abordées justement aussi en préparation. Donc c'est très très chouette. Que des gens super. Donc voilà. Pour la suite, je vais faire un rapide point sur ce qu'est la production d'impact pour que vous l'ayez tous en tête quand même à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut évidemment travailler comme le fait Mélanie sur donc des films en sortie nationale, etc. Mais la production d'impact, c'est surtout quelle stratégie on va mettre en place très en amont. Donc en général, on arrive à la production ou au développement du film, donc très très longtemps en amont. Quelle stratégie on met en place pour accompagner le film, mais surtout la cause du film et faire le lien avec les communautés, avec des actions concrètes sur le terrain, amener le film là où il pourrait à un moment donné changer les choses. Donc, ce n'est pas forcément l'amener en salle de cinéma de prime abord, mais se dire que le film, les protagonistes peuvent amener à un moment donné être témoins pour changer une loi. Par exemple, hein, ou alors aller rechercher des financements pour, j'en sais rien, créer un puits dans un endroit où c'est nécessaire, ou voilà, ou apporter une aide juridique. Par exemple, on a eu un exemple récent dans notre groupe de travail, c'était Léonard Cortana qui nous présentait le travail qu'il avait fait sur Dulcie September et donc le film Murder in Paris, qui est absolument pas presque passé inaperçu. Ils ont fait une multitude de projections auprès des jeunes, etc., pour aborder la question des activistes et des activistes femmes invisibilisées. Mais le film aussi donc, a servi à créer des pièces juridiques pour réouvrir le procès de l'assassinat de Dulcie September, qui était une militante anti-apartheid en Afrique du Sud et qui a été assassinée en France. Donc voilà, il y a une multitude de choses. Et la question que je me posais et que je me pose depuis tant d'années, et parce qu'en étant passée, en ayant vu par exemple le travail d'Agnès Sazon sur le Tour de France des cinémas et le Tour d'Europe des cinémas, avec beaucoup de choses qui se passent à l'étranger, et notamment en Angleterre avec les Picture House et ce qu'ils font, je me disais, est-ce que par exemple, il y a des liens, alors vous allez me répondre du tac au tac, et moi j'arrête de parler, là c'est très long, mais est-ce qu'il y a des choses qui seraient possibles de faire
en activant des actions avec les publics en amont de la diffusion du film. Je pense donc Picture House, ils font de la levée de fonds, un espèce de crowdfunding, mais aussi des rencontres avec les équipes de film avant que le film soit sorti. Et en fait, on embarque tout de suite dès le départ les spectateurs dans le projet, la vie du film. On crée un lien fort et surtout, à partir de ces films qui sont souvent des films d'engagement et des films un peu durs, où on sort de la salle un peu déboussolé ou avec plein de questions et on se demande comment est-ce qu'on va faire et on est encore inutile. Est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné tous ensemble et se dire est-ce qu'on ne crée pas des solutions directes qui arrivent après le film mais avec les spectateurs? Qu'est-ce que vous en pensez? En 2 mots. Moi, ça fait écho, ce que tu viens de dire, à un exemple extrêmement récent. La sortie d'un film qui s'appelle Fini de rire, qui va sortir fin septembre. Déjà, la relation entre la prod, la distribution et la salle. Du coup, quand j'ai la distrib, on me dit, voilà, on va faire une projection visa exceptionnelle, tu vois, par exemple. Et finalement, on nous montre le film et on est plusieurs salles à dire au distributeur et du coup, après, à avoir aussi une discussion avec la prod, en l'occurrence qui est off investigation, à dire non, mais le film, en vrai, c'est pas visa exceptionnel. Il faut qu'il sorte en salle et on se donne le temps. Là, vous aviez prévu des projets exceptionnels 18-19 septembre. Gardez-les, mais comme des avant-premières. Et donc, c'est-à-dire dans la co-sortie du film avec la salle, tu vois, quand on associe, moi je trouve, en tout cas, j'aime énormément être associé très en amont sur la sortie du film. Alors évidemment, moi je vais pas m'investir sur la sortie de tous les films et puis chacun à son endroit. En tout cas, les programmateurs comme moi, les exploitants comme moi, je pense, ont souvent des choses à partager avec les distributeurs et c'est assez fécond quand on discute très en amont. Et là, c'est le cas, de la sortie d'un film. Et du coup, on peut mettre en place des stratégies de communication aussi communes. On m'a envoyé l'affiche du film non finalisé la semaine dernière. On m'a demandé mon avis, etc. Et on va continuer à construire des événements, et en tout cas de la com avant la sortie, avant les avant-premières qui vont avoir lieu 18 septembre. Là. En tout cas, dans cette collab-là, je trouve ça assez intéressant. Ça veut pas dire qu'on va, comment dire, qu'on va être efficient tout le temps, mais je trouve que ça marchera à tous les coups, quoi, évidemment. Mais je trouve que puisqu'on a cette ambition de se transmettre les uns et les autres le film, c'est cool quand tous les protagonistes de la chaîne interviennent assez tôt, comme ça. D'abord et d'une, rappeler que c'est toujours mieux de parler d'un film 3 ou 4 mois avant, même si, effectivement, j'étais d'accord avec Mélanie pour dire il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui se dessinent au dernier moment. Et le modèle dont je parle ne pourra pas concerner tous les films, parce que je ne vais pas passer mon temps à discuter avec tous les distributeurs de tous les films qui sortent toutes les 5 minutes. Mais comme ça m'arrive extrêmement fréquemment de dire à un distributeur, parce que j'ai aucun problème avec ça, de dire putain, ton affiche, elle est tellement moche, affreuse, que j'hésite même à la mettre dans mon hall. Tu vois ce que je veux dire? Et ta bande-annonce, je suis même pas sûr de vouloir la passer parce qu'en fait, elle est contre-productive tellement elle est pas chouette. Les exploitants ne sont pas les juges de paix de ce qui est bien et de ce qui est pas bien, mais en tout cas, puisqu'on voit les gens réagir tous les jours aux affiches et aux bandes-annonces, on a un regard quand même des fois pertinent là-dessus. Faites-nous confiance. Et on peut échanger là-dessus. Ça m'arrive assez fréquemment de le faire avec beaucoup de distributeurs. Mais là, avec Off, c'était aussi avec l'équipe d'Off. Extrêmement intéressant. Ils avaient une image de la salle qui était pas du tout celle qu'ils imaginaient. Ils avaient une autre image de la salle. Et d'ailleurs, on s'est donné rendez-vous pour d'autres collabs. Oui, c'est de faire le lien aussi avec les producteurs et c'est ce qui amène à la fois les producteurs, les associations et faire le lien, à mon avis, avec les publics et ce qui amène à la fois de travailler sur des enjeux, enfin remettre le cinéma
dans la place publique et de décision, etc. Mais aussi, et de créer de l'engagement, évidemment, et amorcer un changement, etc. etc. Mais c'est aussi de recréer du lien et une passion avec le cinéma. En effet, si tu rencontres les producteurs, le réalisateur en amont, tu peux créer, déclencher des passions, des envies, etc. Mélanie, est-ce que tu veux apporter, ou Stéphanie, est-ce que vous voulez apporter un petit peu de grain à moudre à cette question? Moi, je me posais aussi de la question des critères, par exemple. Si on se dit qu'on travaille ensemble les films en amont, est-ce qu'il faut que ce soit absolument des sorties nationales? Est-ce que ça pourrait pas être même avant 4 mois? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des budgets à réfléchir aussi? Allez-y. Sur les projets très très en amont, c'est vraiment des projets pour lesquels on pense qu'il y a un retour qui va se faire sur le territoire. C'est-à-dire que on a eu des films, notamment là, La Panthère des Neiges ou le dernier là où ça a été voilà par rapport à notre territoire quelque chose d'assez énorme. Où là il y a un film qui est présent avec Milana. Il y a eu 2 films, L'Esprit des lieux et puis un autre sur je me souviens plus, Milana, du titre, mais de cette dame de 90 ans qui habite dans sa maison encore. Voilà, quand il y a un écho très fort par rapport au territoire et qu'on sent qu'il peut vraiment se passer quelque chose, et parce qu'on se connaît aussi, parce que sur un même territoire, on va avoir des producteurs qui vont venir nous voir en nous disant, voilà, ça, on en est certain, ça va le faire. On peut travailler en amont. Après, voilà, la grande difficulté par rapport aux salles, c'est aussi l'appétence et l'envie de travailler sur le film. C'est-à-dire que hier, on a fait une journée de prévisionnement, on a montré 4 films, dont Viva, voilà, qui est un film vraiment super sur une femme qui veut vraiment reprendre sa vie en main après un cancer. Les quinquas de 50 ans qui sont là depuis 30 ans, ils ont rejeté le film. C'est-à-dire que trop genré, trop déconstruction. Donc il y a aussi des sujets qui sont vraiment pas faciles où voilà, tout d'un coup, il y a aussi une génération de programmateurs, de gens qui ont des envies, qui savent que le territoire a aussi besoin de voir ce type de film, mais qu'en place, il y a des exploitants qui sont pas prêts du tout à ça. À l'inclusion, à la déconstruction. Et ça aussi, voilà, donc nous, on n'est pas exploitants. Donc, il y a toujours aussi comment faire pour convaincre sur le territoire qu'il faut y aller. Et même quand tu leur dis, mais plus de 50% de ton public est féminin, et certainement parmi ces femmes-là, des femmes qui ont eu des cancers, donc forcément ton public va se reconnaître. Il y a un moment, on ne peut pas faire tous les boulots, quoi. Donc, il y aurait peut-être un travail, j'essaie toujours d'aller sur des perspectives du futur, etc. Il y aurait un travail de lobbying aussi auprès des réseaux de salles, non? Bah, les réseaux de salles font vraiment du travail. Enfin, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le métier qu'on fait avec mon équipe, c'est qu'on a à la fois une écoute nationale sur le cinéma, sur son évolution, sur sa fréquentation, mais aussi sur les évolutions à l'intérieur de ça, parce que voilà, on est tous confrontés aussi à l'évolution de la société et on le voit bien. Enfin, pour ceux qui ont vu l'objet du délit, je pense que voilà, moi, je me suis complètement reconnue dans cette femme de 50 ans. Qui est face à des jeunes qui veulent autre chose. Et c'est comment on fait pour comprendre aussi aujourd'hui, nous, une génération plus ancienne, les besoins que ce nouveau public il a envie d'entendre. Donc ça, il faut aussi qu'on convainc les exploitants qui sont là depuis longtemps et qui sont avant les années 70 qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut qu'on on change notre regard. Je te vois sourire, Sylvain, mais hier, c'était vraiment sur Viva, j'ai vraiment compris que c'était un film genré, c'est certain. C'est les mecs qui en ont rien Écoute, à les foutre jeunes d'une nana collègues, qui a eu un cancer et qui sont gênés. En fait, d'après les choses qu'on m'a dit, c'est ouais, mais elle trompe son mari quand même, hein. Donc, écoute, les jeunes ouais, il y a de... collègues femmes ici disent que la seule solution, parce que tu disais quelle solution on a, elles ont dit l'euthanasie a priori. Mais voilà, en tout cas, Elles sont il plus y a radicales, énormément elles, mais tu vois. la réception des films, c'est aussi ça. C'est comment est-ce que je reste suffisamment ouvert aux propositions aujourd'hui de ma position de mâle blanc ou de jeune femme. Et c'est pas c'est inhérent à tous les sujets, hein, mais c'est venu Oui, dans le oui. cinéma. Il y a du Je sais travail pas de si je pédagogie déborde à là du faire. sujet, mais Mais non, c'est très Et bien, de pédagogie. Stéphanie, Attends. Ouais. c'est ce que j'allais dire, la question de la pédagogie. Et moi, en tant que programmateur, je passe énormément de temps à discuter avec les salles pour rappeler qu'on ne programme pas que pour soi. On programme pour soi, en vrai, exactement. à un endroit parce qu'on a envie d'apporter un film au public, parce qu'on a été ému, touché, on considère que ce film est emblématique de quelque chose, il est extrême, il est essentiel, etc. Donc, à cet endroit-là,
on programme en fonction de soi, pas pour soi, on programme en fonction de soi et en fonction de ses goûts pour partager quelque chose. Mais par contre, dans l'organisation globale, l'articulation globale de la programmation, je rappelle toujours aux salles, notamment les mono-écrans, que le cinéma est le seul cinéma de leur territoire et que tout le monde doit pouvoir se reconnaître dans ce cinéma-là et qu'il doit y avoir des équilibres pour que on doit être proactif pour emmener le public vers une typologie de film plus exigeante, voilà, vers une cinéphilie que nous on revendique, la cinéphilie RSA, etc. Bon, ok, mais on doit toujours se poser la question du public quand même, et quel que soit le sujet, et quel que soit le film, il faut, parce que là, Viva, on est quand même sur un film d'RSA, il n'y a pas de souci, mais moi, ça m'arrive quand même, sachez-le, moi qui suis quand même tenant de l'RSA, d'essayer de convaincre certaines salles d'avoir un peu plus de séances grand public. Je suis désolé de le dire à cet endroit-là, mais ça m'arrive parce que j'ai certaines associations qui reprennent des salles de cinéma avec des bénévoles qui sont extrêmement orientés vers la RSA et que je suis obligé des fois de minorer leur appétence pour trop de films fragiles en leur disant là, vous multipliez les films fragiles, aucun trouvera sa place au final. Et par contre, les gens qui ont envie de voir La Bataille de Gaulle ou Disclosure, ils existent aussi et vous êtes le cinéma sur le territoire et il faut aussi laisser de la place pour ces films-là. Bien ça sûr. paraît dingue à dire, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment que vous pouvez l'imaginer. Bien sûr. Mélanie, et puis ensuite, je vois, on a complètement explosé le temps, mais j'ai quand même une petite question. Si Mélanie, peut-être que tu veux ajouter, compléter. Non, juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, sur quel arriver très en amont, créer de l'impact véritablement avec la salle de cinéma, en dehors de la salle de cinéma. Moi, les peu de fois où j'arrive très en amont, sur Media Crash, par exemple, on est sorti avec Mediapart aussi, là, on est arrivé très, très en amont, c'est-à-dire le film n'était pas fait et on était vraiment force de conseil sur la fabrication du film et aussi sur cette chronologie, parce qu'en fait, les journalistes n'ont pas la même chronologie que nous. Nous, quand on sort un film avec un distributeur, c'est pas comme quand on sort une enquête, quoi. Donc, on peut pas le faire en 2 jours. Et donc là, il a fallu un petit peu, travailler ensemble pour leur expliquer, non, on peut pas juste dire à Sylvain, écoute, on a un film avec Mediapart, tu vas pas le voir parce qu'il est pas fini, mais prends-le en sortie nationale. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'on pouvait faire ce genre de choses, mais on ne peut pas faire ça. Même si il y a Edoui Plenel, on ne peut pas faire ça. Donc, il y a ce truc-là. Je prends l'exemple d'Impact sur la syndicaliste de Jean-Paul Salomé, que j'avais accompagné avec le Pacte, que j'ai montré à Clémentine Autain, qui n'était pas du tout au courant, comme beaucoup de personnes, de cette affaire qui pourtant date de 2012, et qui donc a demandé expressément une audition d'Arnaud Montebourg pour revenir justement sur cette affaire-là, et aussi pour valoriser la protection des syndicalistes, et particulièrement des femmes syndicalistes. Donc, ça a un impact, mais à un moment donné, c'est difficile de trouver une suite à ça, alors que nous, on n'a pas forcément le temps, on doit passer à un autre film aussi, donc cette question-là, elle est hyper importante, aussi, puisqu'il y a des producteurs ici, c'est-à-dire la frustration du distributeur qui a énormément de films. Je pense à des distributeurs comme Jour de Fête, qui en fait travaillent comme un distributeur qui n'est pas censé en avoir énormément parce que justement c'est au long cours, etc. Mais on a beaucoup, à un moment donné, est obligé de faire de l'auto-sacrifice de certains films parce qu'il faut en placer, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est hyper important de le comprendre parce qu'on sait la frustration qu'ont les réals et les prods de se dire ils ont complètement abandonné mon film, en fait, alors que ça fait que 1 mois qu'il est en salle. Oui, mais en fait, malheureusement, il y a d'autres choses à prendre derrière, donc c'est un peu compliqué. Et dernière chose je reprends Personne n'y comprend rien, sur Personne n'y comprend rien, c'était crowdfunding, le plus gros dans le cinéma documentaire qui existe aujourd'hui, et avec des contreparties qui étaient pas les billets en salle. Il y avait plein de contreparties très chouettes, notamment un magnifique bus tour avec Fabrice Arfi dans tout Paris pour voir un petit peu de Place Beauvau à l'Élysée pour avoir une visite spéciale de cette affaire-là. Et en fait, ça c'était super parce que pour le coup, du coup, on s'assurait quand même des entrées sur le film, parce que les gens qui avaient participé avaient reçu plein de cadeaux, je vous rassure, mais dans ces cadeaux, ils n'avaient pas les tickets pour aller voir le film. Mais évidemment qu'ils y allaient. D'ailleurs, dans la salle, c'était assez émouvant parce que les gens, quand ils se voyaient dans le générique, alors je vais s'imaginer que pour se voir dans un générique de crowdfunding, il faut le faire, ils se montraient, ils étaient hyper fiers, ils disaient même dans la salle qu'ils étaient coproducteurs du film. Je trouvais ça hyper chouette, et c'est vrai. Et donc ça, c'est hyper important et ça joue. Mais comme dit Sylvain, moi, c'est pareil,
parfois, je fais un effort de conseil, notamment avec Blast, par exemple. C'est un bon exemple, puisque Blast a sorti le film de Yanis Mamdi, Alice au pays des colons. Ils l'ont fait eux-mêmes. Et donc, à un moment donné, j'ai pris du temps pour les conseiller, mais sur des trucs que nous, dans la distrib et dans l'exploitation, on trouve basiques, mais qui en fait le sont pas. Distribution service pour la circulation d'affiches, Synégo pour la machin, comment ça fonctionne d'envoyer un DCP, parce qu'en fait, ils n'ont pas ces éléments-là en tête, parce qu'ils ne sont pas distrib, ce qui est complètement normal. Et aussi, de les accompagner sur leur frustration. Mais pourquoi j'arrive pas à être dans toutes ces salles-là? Mais je comprends pas. Est-ce que c'est de la censure? Non, c'est pas forcément de la censure, en fait. C'est vraiment une question, tristement, de place et de non-notoriété, puisque Blast, vous n'êtes pas distributeur et qu'en face, il y a le pacte, il y a machin, et il y a justement ces enjeux-là. Voilà. Mais donc, quand on a le temps, effectivement, on fait du conseil comme on le peut, quoi. Ouais. Je prends la suite très rapidement et puis après on va boucler. Le webinaire sera disponible. Je vais faire des fiches pratiques aussi pour une meilleure compréhension technique de la programmation et l'exploitation pour les uns et les autres, avec des sites ressources. La production d'impact, elle arrive aussi très longtemps en amont parce qu'on lève des fonds. Il y a des fonds dédiés dans le monde qui existent, notamment en Angleterre, aux États-Unis, etc. En France aussi, en Suisse, il y en a aussi. Et on nous demande, dans ces fonds-là, pour pouvoir y répondre, de pouvoir justifier de nombre de partenaires touchés, nombre de séances, etc. C'est toute une partie grassroots, quoi, de terrain. La question qu'on se pose, nous, maintenant, dans le groupe de travail, c'est qu'on est en train de créer un socle d'indicateurs communs de mesures d'impact social des films et des campagnes. Non pas pour avoir une idée du succès du film, mais pour savoir comment le film et comment la campagne d'impact, donc adossée à la campagne d'impact, peut agir sur la société. On le fait grâce à une expertise assez chouette qui est celle de l'AFNOR, qui est membre observateur, et donc qui a aussi piloté avec le CNC la labellisation RSE. C'est ça qui, voilà, c'est pour vous situer un peu le cadre. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, trouver des données communes pour se dire que si, alors je ne vous parle pas de privatisation, évidemment, c'est au coup par coup et c'est des films, etc. Mais à un moment donné, si on a la possibilité d'avoir des financements supplémentaires, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec les exploitants, avec les réseaux, avec Mélanie, voilà, sur ces questions-là d'indicateurs, de mesurer l'impact social des films? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi formaliser un type de budget, voilà, qui pourrait être adaptable et qu'on pourrait proposer aussi au financement? Je dis ça non pas pour vous faire peur, et je crois fortement en politique publique, mais on voit bien aussi que ça se réduit et que ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, où ces dispositifs sont accompagnés par des financeurs privés, ça pourrait se produire, ou en tout cas, on pourrait aussi arriver en renfort des financements publics. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Je prends juste la météo, hein, il n'y a pas d'engagement. Moi, tout de suite, le premier truc qui me vient sur où flécher, puisque c'est ça ta question, où flécher ces financements, les assos. Pour moi, alors c'est un peu égoïste, entre guillemets, bon, c'est pas pour moi, parce que je suis pas une asso, mais je dirais les assos qu'on fait intervenir, qui sont partenaires de séances, etc., de pouvoir avoir une petite enveloppe pour elles, parce que déjà, moi, ça décharge aussi d'une culpabilité un peu égoïste. Il y a Stéphanie qui doit partir, là, je crois. Oui. Ouais, c'est pour ça, on a complètement explosé le temps. C'est pas tant. Je suis désolée, mais là, je te laisse parler, Mélanie. C'était juste pour dire au revoir, mais j'ai une autre réunion qui commence, donc je suis vraiment désolée. Merci, Salut, Stéphanie, merci pour tout. beaucoup. C'est pas tellement où flécher, parce qu'on le sait, où flécher, puisqu'on a tous nos réseaux de partenaires qu'on a mappés très longtemps en amont, mais c'est de savoir chez les exploitants, par exemple, est-ce qu'on peut récupérer des données pour pouvoir avoir des perspectives, justement pour l'ajouter au dossier de production d'impact, se dire que, par exemple, on a une estimation de temps de séance avec tant de public. En gros, c'est ça qui intéresse une fondation, une ONG, pour soutenir une campagne d'impact et soutenir une diffusion stratégique d'un film. Ces données-là, elles ne sont pas publiques, mais en même temps, dans une logique de partenariat, si tu veux aller par là, avec les distributeurs. En tout cas, le distributeur, quoi qu'il arrive, lui, il a accès à un bordereau de recettes. Il y a telle séance lundi 22 à 14h30. Il y avait 32 spectateurs. Après, ce qui s'affine assez peu, c'est quelle typologie de public.
Tu vois, alors on peut le retrouver à des endroits, puisque comme on a des tarifs moins de 4, enfin en tout cas, mais qui sont pas uniformisés à l'échelle de la France. Mais bon, on a quand même des tarifs moins de 14 et moins de 26 assez fréquemment. Voilà. Donc il y a des choses à cet endroit-là que tu pourrais retrouver sur les bordereaux, mais en tout cas, de toute façon, c'est le bordereau de recette. Hein. Le bordereau de recette, il t'indique toutes les séances à toutes les heures, le nombre de spectateurs à chaque fois. Et la typologie de tarifs qui correspond un peu à une typologie de public. Ça, c'est sûr. Ça, c'est des données qui sont facilement récupérables, parce que c'est sur le caisse informatique. Après, le truc, c'est que ça passe souvent par le distributeur. C'est plus simple que ça passe par le distributeur, d'ailleurs, au passage, que par la salle. Vous n'allez pas. Enfin, le distributeur, il centralise tous les bordereaux du film. Donc lui, tu vois ce que je veux dire? Si tu es obligé d'appeler chaque salle pour avoir l'information, bon courage. Non, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on peut construire une stratégie avec des coopérations, par exemple, avec des salles, de se dire que… Avant la sortie, tu veux dire? Oui, bien sûr. Alors, avant la sortie, en vrai, ça rejoint. Alors là, Mélanie a tout à l'heure a parlé de manifestations au mois de novembre autour de l'égalité homme-femme. Ça fait écho à un truc qu'on fait chez nous. Là, c'est pas une fondation, mais moi aussi, le 4 novembre, c'est financé par la collectivité, par la métropole. On organise une manifestation. Je veux dire, c'est ça, oui, ça, typiquement, la salle, enfin, c'est du préachat de place, c'est déjà fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des thématiques et des causes communes. C'est plein. La salle va être pleine, je le sais déjà. Le film est trouvé, tout va bien. Enfin voilà. Donc effectivement, je vois pas des salles refusées à part. Je suis d'accord avec toi, Mélanie. Des fois, tu as certaines salles qui sont pas dans ce timing-là, et c'est dommage parce qu'on devrait tous l'être dans ce timing-là. Mais franchement, moi, une salle que je programme et qui me dit, ah Sylvain, je fais pas trop. Là, on me propose de me remplir ma salle et et tout est payé. Qu'est-ce que je fais? C'est au mois de novembre. Je lui dis, vas-y, mec, banco, quoi. C'est de quoi on parle là, tu vois. Mais donc, non, normalement, tous les exploitants devraient vous dire, oui, on y va, forcément, si tu veux. Après, quand même, il y a un endroit où on est vigilant. Puisque le Parti communiste chinois m'a fait un coup un jour en me louant ma salle par un autre biais et du coup je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que j'avais en tête. Donc on est quand même vigilant sur ce qu'on montre. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on sache exactement ce qu'on va montrer, pourquoi, comment, avec quel organisme, etc., etc. Tu vois. Bien sûr. C'est le seul endroit où je pense qu'il faut être vigilant. Après, le reste, honnêtement, un film existe, comme on l'a dit, pour finir de rire, ou on l'a dit pour personne n'y comprend rien, ou Media Crash, c'est un autre cas, c'est vrai, parce que le film n'était pas fini. Mais justement, en règle générale, si on a la nature du film, son propos, si, comme on le disait tout à l'heure, on est associé à la collaboration, j'ai une fondation, tiens, très bon exemple, le Festival à la Folie qui a eu lieu l'année dernière. C'est une fondation qui organise le festival, qui monte une équipe pour la prog avec le Festival de La Rochelle, etc. Enfin voilà. Mais en amont, ils nous appellent en nous disant est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition vos salles? Et nous, c'est gratuit, on vous paye toutes les places, etc. Et en fait, très vite, moi, je leur ai dit allons-y, on discute. Nous, on connaît plein de professionnels de santé parce que la question cette question-là de la folie, de la psychiatrie, etc., c'est des choses qu'on défriche toute l'année et voilà, qui font partie de l'ADN de notre prog, en tout cas de notre sensibilité. Et du coup, on a co-construit l'événement. Mais à l'origine, c'est une fondation qui s'appelle, je ne sais plus, je retrouverai, je mettrai le lien. Mais honnêtement, et d'ailleurs, dernièrement, l'équipe qui organisait, enfin qui a travaillé pour la fondation à l'élaboration de ce festival sur plusieurs villes, me disait, c'est pas un hasard. Toutes les salles comme Nantes, avec lesquelles on a travaillé très en amont et co-construit l'événement, on a eu des très bons résultats, on a eu que des salles pleines, nous à Nantes, sur tous les films, quoi, voilà. Et celles où, en fait, la salle a été prestataire, mis à disposition la salle en mode de location, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, et non pas en mode diète. Du coup, ça a beaucoup moins marché. C'est ça. Mélanie, est-ce que tu veux compléter ou c'est bon? Oui, donc en fait, si je retiens bien, il faut quand même arriver bien en amont. Vous faire être force de proposition puisque le temps imparti pour la co-construction, elle est quand même complexe, qu'il est possible d'arriver avec des films et un réseau s'il ramène des communautés. Donc ça, c'est un point plus.
avec une préférence pour un film qui sort en sortie nationale, puisque les questions de visa temporaire, etc., c'est d'une complexité. Et bon, on sait très bien que voilà, par manque de place, ça peut jouer. En tout cas, dans le choix. festival, pas pour tous les films, quoi. Pas pour tous les films, quoi, c'est sûr. C'est ça, exactement. Sinon, c'est la fin. Et je voulais surtout, alors voilà, vous allez recevoir vous pouvez évidemment partager le replay, etc. Tout est en open source et il faut en profiter, faire circuler ces paroles, etc. Le prochain webinaire, c'est le 9 juillet et c'est sur les festivals et les accompagnements formations sur l'inclusivité et plus largement la production d'impact. On aura plusieurs intervenants et vous recevrez la communication. Et bien sûr, on a une autre série de webinaires, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à chaque fois. Merci Mélanie, merci Sylvain pour vos paroles libres et riches, et Stéphanie qui vient de partir. Et merci à tous d'avoir été présents avec nous. À bientôt. À bientôt, merci. Merci. Merci, au revoir.